Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rémi Berchamp, je suis professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM et directeur du Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est évidemment une conférence sur la crise en République centrafricaine. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Guitachou Sipowo, qui est doctorant à la faculté de droit de l'Université de Laval et également chargé de cours à cette même faculté. Il est également membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, le CIRAM de l'Université Laval, qui vient d'être formé, c'est un nouveau centre. Je lui donne donc la parole de maintenant et le titre de la conférence est « La guerre civile centrafricaine et l'intervention internationale, au nouveau bourbier de la communauté internationale ». Et je me déplace pour ne pas être devant l'écran. Voilà. Merci Rémi de me passer la parole et merci surtout pour l'invitation qui m'a été adressée de commencer cette conférence aujourd'hui sur un sujet qui est au cœur de l'actualité, comme vous le savez très bien. Le Conseil de sécurité vient d'adopter le 10 avril dernier une nouvelle résolution sur la crise en Centrafrique, visant donc à concrétiser officiellement l'intervention des Nations Unies. Alors, je vais commencer d'emblée par dire que je ne suis pas un spécialiste de la Centrafrique. Donc, si je commets des erreurs dans ce que je veux dire sur la Centrafrique, en ce qui concerne peut-être l'analyse d'un point de vue sociologique de la crise et certaines causes les plus profondes, n'hésitez pas à m'interrompre et surtout à rectifier le tir. Je m'intéresse davantage aux aspects de l'intervention internationale et de son efficacité. Alors, je vais commencer peut-être par une brève présentation du sujet, mais qui va dresser un panorama général pour la discussion après sur la crise elle-même et l'intervention internationale et son efficacité. Alors, sur la présentation du sujet, peut-être parler un mot d'abord sur la République centrafricaine, qui est, comme vous le voyez, un État enclavé du centre de l'Afrique, mais vraiment très central à l'Afrique, avec des voisins que vous pouvez facilement identifier, le Soudan, le Soudan et le Sud-Soudan un peu à l'est, le Tchad au nord, au sud, la République démocratique du Congo, le Congo et le Cameroun. Et puis un peu excentré également, du côté est, vous avez l'Ouganda. Donc si vous voyez bien, c'est un pays qui est situé dans une région non seulement stratégique, mais aussi très perméable à divers types de conflits. Et ces conflits donc nourrissent dans ces autres pays, au Tchad, au Soudan, en Ouganda, tout un peu la crise centrafricaine de manière générale. Donc, pour dire un mot sur la naissance de l'État centrafricain, après donc, la conférence de Berlin de 1884, que vous connaissez, qui a marqué le partage de l'Afrique, la France va avoir pour projet colonial de bâtir un empire au centre de l'Afrique. Donc, initialement, la France voulait joindre l'ouest et l'est de l'Afrique, vous le voyez sur la carte, mais la France va être interrompue autour des années 1898 par la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Donc, c'est un incident majeur donc, qui va stopper la progression, l'extension de l'Empire colonial français vers l'Est. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incident de Fashoda, où donc, les colons français vont croiser la route des Britanniques. Et dès 1910, la RCA, qui est alors l'Ubangi-Chari, la RCA va faire partir de l'empire colonial ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française, qui comprend, outre donc l'Ubangi-Chari, le Congo, le Cameroun, le Gabon, et donc le Gabon, le Tchad également. Donc, à part le Nigeria qui fait écran finalement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Vous voyez que si
le Nigeria avait été empire colonial, avait fait partie de la colonisation française, on aurait eu la réalisation du projet français de joindre l'ouest et l'est de l'Afrique. Donc, l'Ubangui-Chari devient République centrafricaine à partir de 1958 et donc obtient son indépendance en août 1960. Mais ce qui est caractéristique de cette indépendance, c'est que le père, fondateur de la nation centrafricaine, Barthélemy Boganda, qui est très véhément à l'égard de la colonisation française, va être rapidement tué à la suite de son élection. Donc, dans un accident d'avion, les circonstances de son assassinat ou de sa mort n'ont jamais été élucidées. À la place, l'Assemblée nationale va choisir David Dacko, qui est considéré comme quelqu'un, qui est son cousin, mais qui est considéré comme étant proche de la France. David Dacko va prendre le pouvoir avant d'être renversé autour des années 1965, par André Kolimba, un chef de l'armée, un chef militaire, avant que la France, pas Kolimba, mais il est renversé par Bokassa, celui qui va instituer ce qu'on appelait l'Empire centrafricain. Jean Bédel Bokassa donc, remplace pour quelques temps seulement David Dacko, parce que Bédel Bokassa, précédéré, va être renversé également autour des années 1979 par la France. Donc en 1981, David Dacko revient au pouvoir, mais il ne va pas mettre long sur la base des rumeurs faisant état d'un possible coup d'État. Il va quitter le pouvoir, il va laisser le pouvoir. Il laisse le pouvoir à André Kolimba, un chef de l'armée, qui va décider d'interdire tout parti politique, qui revient au système de parti unique, donc à la répression sanglante, à une dictature, à la violation des droits et des libertés, jusqu'en 1993, dans les années 90, donc, le fameux discours de la Baule de François Mitterrand, et donc à l'occasion de ce sommet France-Afrique, donc, qui initie en fait le vent de démocratisation dans la plupart de ces pays ex-colonies françaises. Et donc, on ouvre le processus démocratique à une participation multipartite, donc, ce qui favorise l'élection autour des années 1993 d'Ange Félix Patassé. Alors, la gouvernance d'Ange Félix Patassé est elle aussi caractérisée par des dictatures, une gouvernance sur base ethnique et familiale, ce qui pousse finalement une rébellion à partir des années 2000, qui aboutit en 2003, en mars 2003, au renversement de Patassé et donc à l'arrivée au pouvoir de François Bozizé. François Bozizé, lui aussi, est accusé des mêmes exactions ou de la même malgouvernance que son prédécesseur, et donc un coup d'État, une rébellion née dans le nord du pays à partir de 2012, par là, 2011, 2012, 2013, jusqu'au renversement en mars 2013 de François Bozizé. Donc, si vous regardez bien l'histoire, à part la légère transition, ce qui peut être considéré comme la petite intermède démocratique, c'est finalement l'élection de Ange Félix Patassé au suffrage universel dans les années 1993. Mais l'histoire de la République centrafricaine est une succession de coups d'État. Alors, on parle souvent de la crise de la guerre civile centrafricaine, mais on parle de plusieurs guerres civiles centrafricaines. La première est celle qui va de 2004 à 2007, c'est-à-dire immédiatement après le renversement d'Ange Félix Patassé par François Bozizé. Lui-même, il va être immédiatement attaqué par une rébellion qui naît au nord du pays. Ensuite, il y a une deuxième guerre civile, celle de 2012-2013, qui est en fait celle qui a vu arriver au pouvoir un certain Michel Djotodia du Nord. Et Michel Djotodia conteste en fait à François Bozizé de n'avoir pas respecté les accords de paix successifs
qui ont été conclues depuis sa prise de pouvoir autour des années 2003 jusqu'en 2007 et 2008 par là. Parce qu'il faut dire qu'après la prise de pouvoir de Bozizé, il va tout de suite être contesté par une partie importante de la population et des groupes rebelles vont immédiatement naître dans le nord. Les accords de paix vont être conclus successivement en Libye, puis au Gabon en 2008, mais ces accords de paix ne sont systématiquement pas respectés par le gouvernement en place, et qui amène la naissance de nouvelles rébellions. Donc, jusqu'à la troisième guerre civile centrafricaine qui retient notre attention, parce que vous avez vu dans les médias, on parle de conflits intercommunautaires, de conflits interconfessionnels. Ce troisième conflit est né immédiatement après que ce qu'on appelle les Séléka, c'est-à-dire l'alliance qui a permis à Michel Djotodia de prendre le pouvoir à François Bozizé en 2013. Cette alliance-là, cette alliance militaire, va avoir du mal à se partager le pouvoir par la suite. Donc le gouvernement de transition qui a institué n'a pas pu intégrer les forces rebelles qui ont contribué à prendre le pouvoir, et d'où de nombreuses exactions commises à partir de Bangui, mais également dans le nord du pays, contre des civils, et donc dans une population à majorité chrétienne, naturellement, pour des rebelles qui viennent du nord, pour des rebelles qui sont aussi souvent des étrangers, donc des Tchadiens, des Soudanais, c'est immédiatement vu comme étant des attaques dirigées contre des chrétiens, donc un conflit religieux. Donc vous avez cette guerre civile qui déclenche exactement à partir de mars 2007 et qui est encore en cours jusqu'à présent avec des pics d'exactions que l'on a connus le 5 décembre 2005 par exemple, et puis encore récemment. Donc on fait état aujourd'hui d'environ 2000 personnes tuées dans cette troisième guerre civile et environ près de la moitié de la population centrafricaine qui serait déplacée, que ce soit à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur. L'intervention internationale. Sur cette question de l'intervention internationale, je m'intéresse moins à la question de la légalité de cette intervention et je postule qu'il y a un droit d'ingérence humanitaire ou responsabilité de protéger, si vous voulez. Et je ne m'appuie pas nécessairement sur l'idée qu'il s'agirait d'une norme juridique internationale. Ça peut être considéré, comme beaucoup le pensent, qu'il s'agit d'une norme morale, la responsabilité de protéger, donc la possibilité d'intervenir dans les États lorsque ceux-ci sont en faillite, ne peuvent plus protéger leur propre population, ou encore même une norme politique. Mais je considère que même s'il ne s'agit pas d'une norme juridique au sens où on l'entend en droit international, cela n'exclut pas que la responsabilité de protéger doit être une norme prévisible, doit être une norme efficace, à la fois dans l'intérêt des intervenants et des bénéficiaires de l'application de cette norme. À mon avis, le cas centrafricain met en évidence deux problématiques de l'intervention internationale. Donc, d'une part, l'incertitude du processus qui aboutit à l'intervention. Donc, on ne peut pas prévoir à quel moment intervenir, et donc d'où le problème de la tardiveté de l'intervention, comme on l'a vu dans le cas de la RCA. C'est seulement à partir de 5 décembre que la communauté internationale s'entend qu'il faut intervenir militairement. Donc, cette tardiveté pose le problème, en fait, de savoir est-ce qu'il n'est pas important d'aller plus vers une responsabilité ou de renforcer la responsabilité de le protéger dans son volet préventif. D'autre part, une fois que la nécessité d'intervenir est acquise, il se pose le problème de la manière, des modalités d'intervention, et qui peut donc toucher à la question de la neutralité des acteurs qui interviennent. Est-ce que la France doit intervenir dans une ancienne puissance coloniale, ou le Tchad, qui est généralement très impliqué dans des rébellions successives, peut intervenir sans être perçu comme partiaux, comme ayant un intérêt, et donc comme finalement un risque pour la réussite de l'intervention internationale. C'est aussi la question du mandat dans ces enjeux de la modalité. C'est le mandat, on
on intervient pour faire quoi exactement, on intervient pendant quelle période, et aussi des moyens à la disposition des acteurs internationaux qui interviennent. Donc, en raison de toutes ces imprécisions, l'intervention internationale, qui est naturellement supposée catalyser une transformation de la société dans laquelle on intervient, peut généralement devenir un bourbier. Et bourbier au regard aussi des autres interventions qui ont eu lieu ailleurs. Et aujourd'hui, on estime, selon le réseau de recherche sur les opérations de maintien de la paix, qu'il y a environ 15 interventions ou missions de la paix des Nations Unies en Afrique. D'après les Nations Unies, il y a 9 opérations de maintien de la paix en Afrique. Donc il faut se dire, peut-être que je n'ai pas donné la définition de l'intervention internationale précédemment. Il y a ceux qui considèrent que l'intervention internationale suppose nécessairement l'usage de la force, mais il faut certainement l'envisager plus large. Mais au-delà des Nations Unies, vous avez également l'intervention régionale en Afrique, donc l'Union africaine, mais les organisations sous-régionales, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, au niveau de l'Afrique centrale, donc des pays qui comprennent la RCA, le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale. Vous avez également la communauté des États sahélo-sahéliens qui très souvent est également intervenu dans les conflits en République centrafricaine. Donc on peut comptabiliser aujourd'hui 15 opérations de maintien de la paix, et ce qui les caractérise souvent, c'est leur enlisement, c'est-à-dire l'incapacité d'intervenir de manière décisive et à apporter une solution efficace et définitive à ces conflits. Vous avez, que se passe-t-il à l'heure actuelle en Libye? Personne n'a de perspective certaine par rapport à la sortie de crise en Libye. Que se passe-t-il en Somalie, où la communauté internationale intervient également? Que se passe-t-il au Sud-Soudan, où il y a également une autre forme d'intervention, ou encore au Darfour et au Soudan, ou encore en République démocratique du Congo, où, si on accepte le fait que la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, est présente, au moins c'est à partir de 1999 que les premières opérations de maintien de la paix en Afrique ont eu lieu en République démocratique du Congo. Donc depuis 1960 au moins, la communauté internationale n'a jamais pu résoudre le problème de la RDC. Donc il y a cette difficulté, et je pense que ce qui fait problème, c'est à la fois, je pense que la communauté internationale ne prend pas la mesure suffisante de la complexité des situations dans lesquelles elle intervient, et à défaut de comprendre la complexité des situations et ces dynamiques de conflit, les interventions internationales sont peu probantes. Alors, la complexité de la crise centrafricaine, qu'est-ce qui la caractérise? Au-delà des affrontements interconfessionnels, des affrontements intercommunautaires et interreligieux, je pense aujourd'hui que les affrontements religieux en République centrafricaine sont plus une conséquence, une dérive du conflit que la cause qui expliquerait de manière beaucoup plus profonde le problème de la République centrafricaine. En fait, pour être concis, je pense qu'il s'agit d'une crise, d'un dysfonctionnement. On va parler d'État failli, d'État faible, fragile, défaillant, mais il s'agit en gros d'un dysfonctionnement de l'État centrafricain. Parce que, il faut le dire, c'est seulement à partir de décembre 2013 qu'on voit véritablement la dimension religieuse du conflit apparaître. Et c'est lié simplement au fait que les ex-CDK, c'est-à-dire la coalition qui a réussi à prendre le pouvoir, n'était plus contrôlée par le pouvoir en place. Donc à la suite de la prise de pouvoir et de l'organisation de la transition, tout le monde, tous les participants du processus de l'Alliance n'ont pas trouvé leur compte dans le partage du pouvoir, et donc des exactions sont nées à Bangui et aux alentours, ainsi que le nord du pays. Et donc,
dans un pays à majorité chrétienne, comme je le disais tantôt, une fois que vous êtes considéré comme étranger musulman au du Nord et que vous visez des civils, même si ce n'est pas en raison de leur appartenance religieuse, tout de suite c'est vu comme étant une problématique religieuse. Donc, à mon avis, le problème religieux existe certainement. Il y a des attaques dirigées contre des chrétiens et les musulmans aujourd'hui, mais cela n'explique pas tout. Et il y a des facteurs internes, à la fois internes et externes, qui pourraient permettre de comprendre davantage le conflit centrafricain. Et au nombre des facteurs internes, le problème économique. Aucun des pouvoirs, aucun des gouvernements centrafricains n'a jamais réussi à impulser le progrès progrès à la hauteur en fait des ressources naturelles que regorge le pays. La Centrafrique, c'est un pays très riche en ressources naturelles, en uranium, en or, en bois et surtout en diamants. La RCA a été, dans le contexte de ce conflit, immédiatement exclue du processus de Kimberley qui permet en fait de certifier la provenance des conflits, des diamants. Donc, depuis l'expérience du Nigeria et les diamants de sang, c'est un processus qui vise donc à empêcher l'écoulement sur le marché international des diamants qui proviennent ou qui seraient liés à des conflits armés. Donc, sur le plan économique, toutes ces ressources-là sont soit exploitées par des compagnies étrangères, soit sous-exploitées ou non exploitées du tout, ce qui fait que la population ne tire pas vraiment bénéfice de la richesse nationale. Et cette richesse est également inégalement distribuée. Une large majorité de la population est désœuvrée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population centrafricaine est constituée à environ 50% des moins de 25 ans, ce qui les rend perméables et susceptibles d'être recrutement dans des différentes rébellions qui sont nées successivement. Par exemple, le 2 août 2012, il y a un recrutement de l'armée qui avait été lancé et la majorité de jeunes qui étaient frustrés ont pris d'assaut la prison centrale de Bangui et donc libéré les prisonniers. Donc tout cela contribue à envenimer le conflit. Deuxième aspect des problèmes internes, c'est la gouvernance politique, qui est un autre lieu commun des divisions en Centrafrique. Depuis les indépendances, les présidents successifs en RCA gouvernent soit avec la famille, soit avec le clan et la tribu. Donc il en résulte nécessairement des exclusions et des mécontentements. C'est l'un des reproches que fait valoir l'alliance de la CDK au gouvernement de Bozizé. Cette mauvaise gestion, cette mauvaise gouvernance se caractérise aussi par la concentration du pouvoir à Bangui uniquement, presque exclusivement, ce qui fait que le reste du pays est abandonné soit à des groupes rebelles étrangers ou à des groupes rebelles centrafricains. Les fonctionnaires ne sont pas rémunérés, ils accusent des arriérés importants de salaire, ce qui contribue à envenimer le conflit. Consubstantiel aussi à cette mauvaise gouvernance politique, c'est la faiblesse de l'État centrafricain. La faiblesse de l'État centrafricain qui tient aussi du manque de légitimité de la plupart de ces institutions et en premier lieu de ces gouvernants. Parce que, comme on l'a décrit tantôt, ils se succèdent régulièrement par coup d'État et donc ne sont pas très souvent vus comme légitimes, et même les élections qui sont subséquemment organisées pour légitimer ces pouvoirs, Bozizé, Adjotodia, etc., ne convainc pas une bonne partie de la classe politique. Donc soit ces élections sont boycottées, soit elles sont contestées. Et donc ce type de pouvoir, l'accès au pouvoir par les armes aboutit nécessairement à une nécessité de partage avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui, et l'équilibre est toujours difficile à trouver, et même lorsqu'on est parvenu par les accords de paix à trouver un semblant d'équilibre, très souvent les gouvernants disent on va contribuer, on va accepter ces accords de paix, mais on ne va pas les mettre en œuvre. Et donc c'est faire respecter les accords de paix, c'est un des objectifs de la rébellion qui est née à partir
2012. Finalement, le non-respect des règles du jeu démocratique s'étend aux persécutions des leaders politiques, des hommes de médias et à l'instrumentalisation politique des institutions démocratiques et judiciaires. Par exemple, régulièrement, le président Bozizé, ou d'ailleurs les présidents successifs, vont alléguer que les opposants politiques fomentent des coups d'État pour les arrêter et les mettre en prison pour s'en débarrasser. Très souvent, lorsqu'ils obtiennent l'élection, ils se mettent immédiatement à la chasse contre les opposants politiques. Au niveau externe, comme facteur externe, on l'a décrit tantôt, la RCA se trouve aux confins du Soudan, du Tchad, du Sud-Soudan, de la RDC, ce qui la rend vulnérable à la pénétration étrangère. Et s'il est vrai que la plupart des membres de la CDK sont des Centrafricains, cette alliance a énormément recruté parmi les rebelles tchadiens et les rebelles soudanais qui sont considérés comme étant très aguerris au combat, qui connaissent le combat. Donc, tout de suite, quand ils sont montés sur Bangui, il était perceptible au sein de la population qu'il s'agissait d'étrangers. Et c'est ce qui a contribué en grande partie à radicaliser les populations et faire naître les opposants actuels à la CDK, qu'on appelle les anti-Balaka, donc les groupes communautaires d'autodéfense qui se battent à la machette et qui récemment, dit-on, sont armés par les anciens membres des forces armées de la République centrafricaine et l'ancien président François Bozizé. Donc il faut savoir qu'au nord et à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez la présence du Front populaire pour le rassemblement, qui est un groupe rebelle tchadien, donc qui combat le gouvernement du Tchad et qui, semble-t-il, aurait fait alliance avec la CDK pour la prise de pouvoir. La RCA et le Tchad ont souvent tenté évidemment de combattre ce groupe rebelle avec l'arrestation autour de 2012 du chef rebelle de ce groupe armé. Mais comme chaque fois, lorsqu'on arrête les chefs rebelles, il y en a de nouveaux qui prennent la suite. Vous avez également le LRA, l'armée de résistance du Seigneur de l'Ouganda, qui après l'échec des processus de paix de Djouba a trouvé refuge donc à l'est un peu au sud et à l'est de la République centrafricaine. Ils continuent leurs exactions à l'égard des populations civiles dans cette région. L'Union africaine a mis en place récemment, à partir de 2012, ce qu'on appelle l'initiative de coopération régionale contre le LRA, donc qui vise à traquer ce groupe rebelle ougandais d'origine. Donc les États-Unis également ont participé, ou participent en finançant, mais également en disposant un personnel spécialisé, des forces spéciales, environ 150 à 200 personnes, de forces spéciales américaines, pour traquer Joseph Kony, qui reste encore introuvable jusqu'à présent. Donc la problématique du LRA demeure. Aussi, toujours dans les facteurs externes, c'est la porosité des frontières de la République centrafricaine. Donc perméable non seulement à ces groupes rebelles qu'on vient d'énoncer, mais aux bergers transhumants du Tchad et du Soudan. Et donc ils se confrontent régulièrement aux populations locales sur l'accès à des ressources comme à l'eau et au pâturage, et donc ils contribuent d'une certaine façon à envenimer le conflit. Le groupe rebelle dont est issu l'ancien président de la transition, Michel Djotodia, est né justement à l'issue d'un conflit entre les bergers transhumants et les populations locales, où les bergers transhumants du Soudan avaient attaqué les villages dont ressortait Michel Djotodia. Et donc, en guise de... Ils ont demandé, la RCA a demandé des réparations au Soudan, et le Soudan avait institué, créé un consulat spécifiquement dans cette région du nord du pays pour répondre à cette doléance de la République centrafricaine. Et l'une des accusations des groupes rebelles, c'est que le gouvernement centrafricain aurait détourné l'argent qui avait été accordé
par le Soudan pour réparer les exactions commises par les transhumants, les bergers soudanais. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles ces rébellions sont menées au nord du Soudan et qui sont finalement parvenues à renverser le pouvoir. Vous avez également la chute du régime libyen, comme vous le savez, à partir de 2011, et qui considérait que Kadhafi contribuait énormément à la stabilité de la région, de la grande région, et que depuis la chute de ce régime, en fait, cette région est à la recherche d'un gardien de la paix et de la stabilité. Et donc, cela permettrait d'expliquer peut-être l'implication aujourd'hui du Tchad et du Soudan dans le conflit centrafricain. L'intervention internationale en RCA, c'est un phénomène très ancien qui remonte au moins en 1997, lorsque les premières contestations du pouvoir de l'ancien président Félix Papassé sont nées. Et donc pour garantir ce pouvoir et donc empêcher une mutinerie qui avait débuté au sein de son armée, d'escalader en un coup d'État, c'est l'Union africaine qui a mis en place une mission de surveillance des accords de Bangui, donc qui avait été conclue à la suite de ce conflit-là. Alors depuis lors, il y a aujourd'hui de nombreuses missions internationales qui jouent. Il s'agit là des anciennes missions qui ne sont plus en vigueur. La MINURCA qui va prendre la suite de la MISAB. La MINURCA est une mission onusienne. Et puis le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix qui va être créé sur une déclaration du président du Conseil des sécurités et qui va remplacer la MINURCA à partir des années 2000. Le BONUCA va même être remplacé par le BINUCA qui est encore en fonction jusqu'à ce que très prochainement, à l'automne prochain, une nouvelle mission prenne effectivement place. Donc, vous avez également la force de maintien de paix et de sécurité de la communauté des États sahélo-sahéliens. Comme je vous l'ai dit, il y a généralement plusieurs degrés d'intervention internationale, y compris au niveau sous-régional. Donc vous avez là un exemple avec la CELSAL. Vous avez la FOMUC finalement, qui est une initiative de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Si on revenait à la carte tantôt, vous verrez qu'il y a au niveau de l'Afrique centrale un regroupement entre anciennes puissances coloniales, anciennes colonies de la France, donc qui comprend la Centrafrique, le Tchad, le Congo, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, qui n'en est pas une, mais qui s'est joint à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Mais vous avez un regroupement beaucoup plus large des États de l'Afrique centrale qui comprend, outre les 6 États que j'ai cités tantôt, des États comme le Rwanda, le Burundi et quelques autres puissances voisines, qui est donc la CEAC. Donc vous avez la FOMUC qui a été mise en place par la CEMAC, mais qui a été remplacée rapidement autour des années 2007 par la NICOPAX. La NICOPAX qui est la mission internationale de paix de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et puis vous avez la MINURCA, EUFOR, Tchad et RCA, parce que pour garantir les accords de paix de 2007-2008, les Nations Unies vont mettre en place une opération de maintien de la paix qui avait une mission très limitée d'assurer donc les conditions de retour des réfugiés et de personnes déplacées. Alors cette mission humanitaire était secondée par une force militaire qui était pourvue essentiellement par l'Europe. Donc vous, le fort Tchad, RCA, donc à la frontière, puisque c'est un problème également de porosité des frontières, à la frontière du Tchad et de la République centrafricaine. Donc, ce qui est caractéristique de toutes ces missions, c'est qu'aucune d'elles n'a réussi finalement à empêcher les crises successives, soit souvent parce que les missions sont trop courtes, on manque d'intérêt limité, manque de moyens, notamment pour désarmer les groupes, surtout les missions africaines ou régionales ou sous-régionales sont très peu outillées.
Est-ce que c'est un phénomène éternel? Parce que récemment encore, vous avez là la liste des missions qui sont encore présentes. C'est une liste qui est liée au fait que vous avez plusieurs initiatives qui sont soit autorisées ou acceptées par les Nations Unies. Donc l'UNUCA est là depuis au moins les années 2000. L'EUFOR RCA va revenir parce que l'EUFOR Tchad RCA a cessé ses activités autour des années 2009. Mais récemment encore, le 10 février, l'Union européenne a décidé, après donc les incidents de décembre 2013 et les attaques actuelles de caractère interconfessionnel, a décidé de redéployer de nouveau une force militaire en République centrafricaine. Vous avez donc cette autre force qui vise à traquer le LRA, mais qui nous intéresse moins ici. Vous avez la MISCA qui est traduite. La MISCA, c'est la Mission internationale de soutien à la Centrafrique, qui est une initiative de l'organisation africaine, l'UMA, de l'Union africaine, et qui visait à faire du problème centrafricain, comme l'UMA le veut très souvent, considérer que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Donc, les Nations Unies leur ont accordé cette chance en décembre 2013, mais la MISCA a eu du mal à se déployer et donc la force française a été très rapidement débordée par les exactions, ce qui fait qu'aujourd'hui, en date d'avril 2010, le Conseil de sécurité est revenu justement pour donner aux Nations Unies les pleins pouvoirs dans le maintien de la paix. Ce qui fait que la MISCA va être remplacée très prochainement. C'est une force qui va continuer à travailler en attendant le déploiement d'une mission des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MINUSCA, qui va entrer en vigueur à partir de septembre 2014. Donc, vous voyez donc qu'il y a beaucoup d'initiatives, mais pour quelle efficacité? Si l'on considère que depuis 1997, les premières initiatives, les premières interventions sont apparues en RCA. Alors, pour quelle efficacité? D'abord, l'intervention internationale est une intervention réactive qui très souvent n'arrive pas à prévenir les violations. Très souvent, c'est uniquement lorsqu'on a des crimes probants que la communauté internationale se mobilise. La MISCA a été autorisée uniquement lorsque le 5 décembre, à la suite de l'attaque à Bangui des anti-Balaka qui ont fait environ 60 personnes tuées dans la communauté musulmane, on a eu une réaction des ex-CVK qui était beaucoup plus disproportionnée. Environ 1000 chrétiens auraient été tués dans cette réaction-là. C'est seulement à ce moment que les Nations Unies se sont décidées à autoriser la MISCA, la force internationale de soutien en Centrafrique, à intervenir. Donc, parce que les États-Unis, au sein du Conseil de sécurité, ne voyaient pas un très grand intérêt à l'intervention, et ça peut s'expliquer par des considérations géopolitiques. Les États-Unis ont été prompts à intervenir, à accepter l'intervention au Mali parce que c'est une question de terrorisme, on connaît leur combat global contre la terreur, mais en Centrafrique, ils peinaient encore à voir l'intérêt, l'enjeu, surtout qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt en Centrafrique. Et donc, c'est le 26 novembre 2013 que la France va finalement réussir à convaincre le Conseil de sécurité d'adopter une résolution portant sur l'intervention. Et le Conseil de sécurité intervient en quelque sorte à minima parce que le Conseil de sécurité ne va pas déployer une force des Nations Unies, mais une force africaine, donc la MISCA, qui va mettre trop de temps à intervenir, à se déployer, et donc ne va pas empêcher les exactions successives que l'on a observées depuis janvier 2014. Et donc, c'est à la suite de l'escalade de la violence qu'on va voir une nouvelle fois une nouvelle résolution, celle du 28 janvier 2014, autoriser finalement le déploiement d'une force européenne, et la dernière résolution du 10 avril 2014 autoriser une force proprement onusienne. C'est une évidence que les interventions régionales et sous-régionales sont un échec, parce que les initiatives de la CENSA, de la CEMAC, de la CEAC, de l'Union africaine
ne bénéficient pas généralement des ressources, des moyens, du personnel équipé et formé pour ce type d'initiative. C'est important, effectivement, que ces organisations acquièrent une expérience en matière de maintien de la paix, mais est-ce que cela doit se faire au prix et au détriment de la sécurité humaine?